pendant une période de pandémie. On vous raconte la jeunesse. Vas-y, raconte la jeunesse, Stéphane. Pourquoi on a fait ça? En fait, l'idée est née en avril dernier. On était le 20 avril à peu près, et on est en plein confinement. Je vois passer sur Twitter le tweet d'un designer qui s'appelle Richard Hellerstedt, qui a pris l'idée de compiler toutes les ressources disponibles sur Internet pour faire de l'enquête en période de confinement. Parce que ça paraissait, il y avait évidemment un paradoxe, c'est que tous les professionnels, tous les designers, sociologues, etc., ethnologues avaient envie et besoin d'enquêter dans cette période. Mais la question, c'est comment on fait techniquement quand on peut plus, quand on doit respecter les distances sanitaires, etc. Et donc lui, il avait répertorié une série de ressources, dont l'une qui paraissait particulièrement intéressante, qui était produite par une professeure australienne qui s'appelle Deborah Lupton. Et Deborah Lupton, elle a appelé tous ses collègues, chercheurs, praticiens, etc. Et ils ont produit un guide de 34, alors, un guide qui compile 34 méthodes. Alors en vrai, c'est pas 34 méthodes, il y a 30 méthodes, il y a aussi des conseils éthiques. La dernière fiche, c'est plutôt des conseils pour les enseignants qui voudraient enseigner les méthodes d'enquête. Mais globalement, c'est 34 idées, méthodes, techniques pour faire de l'enquête en période de confinement. Et c'était en anglais. Et j'ai proposé sur LinkedIn, j'ai lancé un appel au peuple sur LinkedIn, et plusieurs personnes ont eu envie qu'on traduise ensemble ce document. Donc il faut que je les cite parce que je pense qu'elles sont là. Il y a Émilie Ruin. C'était intéressant de voir aussi qui avait envie de faire ce travail. Donc il y avait Émilie Ruin qui travaille au pôle aménagement du département du Vaucluse, Mel Dedong qui travaille à la Caisse des dépôts, Adza Raji qui est designer à Tunis, au Lab des Nations Unies à Tunis. Il y a eu des relectures par Marie Coirier qui travaille au labo du groupe, interhospitalier de Paris. Et en fait, on a publié donc ce truc-là, on l'a publié je cherche la date, je ne sais plus quand, mais on l'a publié en mai. Peut-être qu'on pourra mettre le lien tout à l'heure à nouveau comme une ressource mise à disposition de la communauté. Et je termine en disant qu'en fait, en le publiant, on s'est dit, mais en fait, quand on lit ces techniques qui sont astucieuses, souvent très numériques, en tout cas qui s'appuient sur les ressources numériques, on s'est dit que, pandémie ou pas, ça renouvelait, ça permettait de réouvrir la question de comment on enquête, comment on conduit des enquêtes, comment on conduit des enquêtes dans un monde numérique, comment on conduit des enquêtes dans des environnements toujours plus complexes, et comment on renouvelle les méthodes d'enquête quand on sait qu'en fait, quand on regarde bien, on est quand même assez basique. Enfin, nous, on est assez basique. On fait des entretiens semi-qualitatifs de visu. Enfin, on n'est pas extrêmement ingénieux et varié en termes de méthodes d'enquête. En tout cas, nous, à la 27e région. Et donc, on s'est dit que c'était... et on s'est aperçu qu'autour de nous, ça intéressait pas mal de gens de redécouvrir les méthodes d'enquête. L'enquête étant quand même, au moment où Bruno Latour parle de produire des enquêtes, la question de l'enquête est popularisée actuellement, on le sent bien, et donc ça nous semblait intéressant de partager ça avec vous et peut-être de rentrer dans le détail de quelques méthodes. C'est ça, c'est que le guide était relativement théorique et on voulait zoomer sur des actions, des initiatives très concrètes. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Ça me permet de vous présenter un petit peu le déroulé. Pauline Scherrer, qui est sociologue basée à Montpellier, va faire une petite introduction. Ensuite, Elvire Bornand, qui est sociologue à Nantes, va nous expliquer, va nous raconter la création et le déroulé d'un podcast qu'elle a monté en fait avec une collègue pour étudier un quartier de Nantes. Thomas Guillard, qui est élève designer à l'ENSI, qui est en train de d'écrire son mémoire, a mis en place tout un protocole d'enquête à distance du coup du fait de la crise, qui est vraiment très intéressant. Et Stéphane, ici présent, va nous raconter pas une initiative qu'il a lui à monter, mais une initiative
dont il est proche, dans le 14e à Paris. Voilà. Avant de commencer, je vous dis juste qu'on est en mode webconférence. Vous pouvez éventuellement réagir sur le fil de conversation par écrit qui est à droite. On va essayer aussi de vous faire réagir après la présentation via un outil de questions et réponses qui doit apparaître dans la barre du bas. Et vous pouvez écrire des questions qui vous viennent et voter aussi pour les questions qui apparaissent, si elles sont proches de celles que vous voulez poser. On voulait aussi vous partager un document en ligne qui nous permet de rassembler des expériences que vous auriez en tête d'enquête originale qui ont été impactées ou pas d'ailleurs par le confinement. Donc je vous mets le lien dans le... Tac. Donc n'hésitez pas à aller sur ce lien-là et à noter des initiatives d'enquête originales. Donc, je veux quand même vous montrer, malgré qu'on soit en retard, le petit exercice pratique qu'on vous avait demandé, c'est-à-dire vous prendre en photo dans votre poste de travail à domicile. Bien entendu, c'est pas une étude sociologique qu'on est en train de faire là, mais c'est plus pour voir ce que ça fait si on est plusieurs à partager des photos. Et en fait, on n'a pas eu beaucoup de retours. On a eu une bonne dizaine de retours, mais malgré tout, ça nous permet de relever quelques éléments qui sont intéressants. On peut se rendre compte que... Donc la question posée, c'était prenez-vous... Ouais. Voilà, on est... et c'était aussi en correspondance avec le guide, je crois que c'était la méthode 1, ouais. qui était la méthode de la prise de photos ethnographiques, on va dire. Ouais. Et la question qu'on a posée, c'est puisqu'on est tous en confinement, en télétravail, est-ce que chacun pourrait demander à quelqu'un autour de lui, son conjoint, de le prendre en photo en train de travailler, pour qu'on puisse se faire une idée. Tout le monde parle du télétravail dans cette période, mais au fond, avoir une représentation, une photo de nos situations paraissait intéressant. Ouais. Donc voilà, vous êtes quelques-uns à nous avoir envoyé vos photos. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des choses un peu originales si on regarde juste les pièces. Il y a 2 personnes qui sont dans leur chambre, juste à côté de leur lit, et qui s'adaptent comme ils peuvent. Donc il y a moi et puis une autre personne qui utilise d'ailleurs leur lit comme un peu comme étagère. Donc on voit bien que c'est assez le bricolage est assez présent. Et les pièces les plus originales sont les grands gagnants sont Stéphane dans la salle de bain, qui utilise sa salle de bain comme bureau, et Nadia Wolf de Grenoble qui travaille dans la chambre de ses enfants. Voilà, donc on se rend bien compte que le confinement pousse à des situations assez étonnantes. Et puis, à l'heure où on sait que les employeurs vont devoir s'intéresser sérieusement à la façon dont leurs salariés travaillent chez eux, et probablement qu'il va même y avoir des mesures d'encouragement ou ça permet de voir aussi qu'il y a pas mal de dos courbés, qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent leur ordinateur portable sans support, donc baissent les yeux et courbent le dos. Donc en fait, mine de rien, ces photos permettent quand même de se rendre compte d'avoir des indices des situations dans lesquelles on travaille et peuvent nourrir une réflexion sur comment penser le télétravail pour les employeurs et les collectivités qui vont sans doute devoir s'y pencher sérieusement. Voilà, mais allons-y vraiment. Pauline, je te laisse la parole pour une introduction. Okay. C'est bon là, techniquement, c'est niveau vidéo et tout? Okay. On t'entend bien, en tout cas nous on t'entend très bien, on te voit très bien. Ok. Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Pauline Scherrer, donc sociologue, praticienne de la recherche-action. Donc je vais parler aussi de ce point de vue-là. Je suis associée à un laboratoire de recherche-action à Montpellier qui s'appelle le LERIS et j'ai travaillé avec la 27e région sur différents programmes. Donc dans une perspective de recherche-expérimentation. Alors, quand Julia et Stéphane m'ont proposé d'introduire cette séance
Voilà, j'ai dit oui avec plaisir. Et puis après, je me suis dit, ah tiens, comment je vais introduire ça? Est-ce que pendant le confinement, j'ai expérimenté des choses? Je me suis dit, bah non, en fait, moi, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai continué de faire des entretiens par téléphone avec mon enregistreur, sachant que c'est vrai que l'entretien à distance en sciences sociales, l'utilisation du téléphone est plutôt perçue a priori comme moins qualitatif. Surtout dans une démarche de recueil de récits de vie, avec l'absence du corporel, du non-verbal, de l'engagement physique, etc. Et en même temps, et Julien me l'a fait remonter aussi peut-être par rapport à certaines de vos expériences, on s'est rendu compte que cette période exceptionnelle nous amenait finalement peut-être à avoir accès à d'autres informations, à être en relation avec d'autres personnes, des personnes qu'on n'aurait pas forcément avec qui on n'aurait pas forcément échangé sans ce contexte-là. Et puis, nous amenait finalement à échanger aussi autour d'une expérience commune, donc l'expérience du confinement, puisque, entre guillemets, l'intervieweur et l'interviewé sont confinés de la même manière. Et du coup, ça nous a amené à un petit peu à voilà, être plus dans ce qu'on peut trouver sur les entretiens liés à l'éducation populaire, quand on dit le 50-50, c'est-à-dire se raconter autant que faire raconter l'autre. Ça, voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que ça a impacté un peu la manière de conduire ces entretiens. Bon, l'idée d'aujourd'hui, c'est de s'interroger sur d'éventuels changements de pratique, en tout cas évolution de pratique, en l'occurrence celle de l'enquête, qui serait liée à un événement complètement exceptionnel, et qui pour autant pourrait être durable, on ne le sait pas, donc c'est complètement incertain, et qui retire, du moins en partie, la possibilité d'interaction humaine, d'immersion in situ, qui constitue a priori la base méthodologique de l'enquête. Donc voilà, poser la question, est-ce que la situation de confinement, la situation de crise sanitaire, ferait-elle émerger de nouvelles pratiques ou de nouvelles méthodologies? Pour ce qui concerne les démarches de co-conception, les démarches de co-création, donc tout ce qu'on pourrait appeler les enquêtes d'usage, ça veut dire concrètement pas de parcours accompagné, pas de visite commentée, pas de support physique, pas de relation à l'espace. C'est-à-dire que là, on se remet dans une distance physique qui forcément, a priori, a un effet sur ce qu'on fait. L'autre chose que ça m'a évoqué, donc en gros, ça m'a évoqué des questions, donc je vais faire que reposer des questions dans cette introduction, mais j'espère que du coup, ça ouvrira des échanges derrière et peut-être des témoignages. Ce que je me suis dit aussi, c'est, voilà, est-ce que cette période, elle a suscité une créativité un peu à marche forcée pour répondre à ces contraintes? Pas de transport, rester chez soi, distanciation sociale, etc. Et donc, j'ai fait l'hypothèse que ça dépendait aussi des situations et de questions finalement de temporalité. C'est-à-dire, je me retrouve confinée, est-ce que j'ai une urgence à poursuivre une enquête déjà en cours avec un accès limité au terrain? Donc, est-ce que je mets en stand-by mon enquête ou est-ce que j'ai une urgence à la poursuivre? Et donc, si oui, comment? Quels ont été les outils qui ont été trouvés au-delà d'utilisation de son téléphone pour poursuivre cette enquête? Deuxième cas de figure, est-ce que j'engage de nouvelles enquêtes avec finalement le confinement et la crise comme objet de recherche? On a vu apparaître pendant le confinement énormément d'enquêtes, de questionnaires sur des sujets divers et variés, que ce soit l'alimentation, les addictions, les modes de sociabilité en temps de confinement. On a vu apparaître énormément de sollicitations, enfin, en tout cas moi j'ai reçu beaucoup de sollicitations pour répondre à des questionnaires en ligne. Où est-ce qu'on se projette dans un avenir qui serait partiellement confiné, avec des mesures de distanciation qui deviendraient pérennes? Et dans ce cas-là, effectivement, comment on adapte nos outils de travail, comment on en crée de nouveaux, et donc comment on répond finalement à une contrainte qui se pérennise. Donc peut-être différents cas de figure aussi auxquels vous avez pu être confrontés les uns et les autres. Parce que finalement, si on revient sur les pratiques elles-mêmes, donc j'ai balayé un petit peu les documents que vous avez envoyés là sur les outils, on est face à quelque chose finalement qu'on connaît, c'est-à-dire le recours au numérique, les humanités numériques, comme on dit, c'est-à-dire le recours au numérique dans les enquêtes, dans les sciences sociales, dont finalement le développement ne date pas du tout du confinement. C'est-à-dire que là, c'est tout un champ d'interrogation et de pratique qui s'est ouvert depuis déjà un moment. Je ne saurais même pas le dater, je n'en suis pas forcément spécialiste, et qui pose déjà beaucoup de questions sur le plan éthique, sur le plan pratique, sur le plan épistémiologique, et bien sûr de protection des données. On a assisté pendant le confinement à
une grande ouverture, on va dire, des données avec un croisement entre vie privée et vie professionnelle, de plus en plus d'attaques informatiques. Donc, ce n'est pas le sujet de la séance d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est toutes ces questions-là qui se posent sur le recours au numérique et qui, en même temps, ouvrent des possibilités énormes. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, en termes un petit peu de créativité, de renouvellement des méthodes et de ne pas se limiter finalement à des outils très classiques de l'enquête. Donc, peut-être qu'on a pu, sur cette période, en tout cas, activer cette créativité-là. Parce que c'est vrai qu'au-delà du numérique, on voit bien que les formats d'enquête sont de plus en plus ouverts. La photo, la vidéo, le son, l'exposition, le podcast, les réseaux sociaux, etc. On est vraiment sur une période où on ouvre complètement ça. D'ailleurs, où les sciences sociales, on va dire, étaient peut-être un peu réticentes au départ, et on voit arriver maintenant des permanences de recherche avec des cabanes montées dans un quartier pour faire de l'immersion dans le quartier, de l'immersion sociologique. Et en même temps, on voit bien que ces nouveaux formats, ils ne viennent pas non plus ils ne s'emparent pas des mêmes temps de l'enquête. Une enquête, elle a différents temps, elle a différents moments. Il y a le temps de l'observation, il y a le temps du recueil et de la collecte, il y a le temps des traces et comment on rend compte d'un processus, et il y a le temps de l'analyse. Et c'est vrai j'ai l'impression, après c'est une impression personnelle, que finalement le recours aux nouvelles technologies, est-ce qu'on peut encore dire ça, mais en tout cas à des technologies de représentation pour rendre compte de nos données, de nos enquêtes, c'est surtout finalement sur cette idée de trace. Voilà, les podcasts, les expositions, les récits photos, les récits commentés, on essaye de rendre compte de ces enquêtes. Mais finalement, voilà, sur peut-être la partie plus analytique, on va revenir à des choses un peu plus classiques. Alors, autre chose que je me suis dite, après on pourra en discuter, c'est que finalement, cette période de confinement, j'ai l'impression qu'elle a amené aussi, elle a poussé un peu vers plus de réflexivité des chercheurs avec des outils autour de ça. La proposition de Bruno Latour, c'est une sorte d'auto-entretien. Donc, se filmer, se prendre en photo, s'interroger soi-même à partir d'une grille. Voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi cette idée est-ce que le confinement, l'introspection a joué, mais en tout cas de plus de réflexivité et de plus d'outils finalement d'enquête tournés aussi vers soi. Ce qui peut nous renvoyer à des questions sur l'implication du chercheur dans l'enquête. Et là, on revient à ce qui ce qui doit faire commun entre nous aujourd'hui, c'est-à-dire on connaît bien l'enquête comme processus d'observation, de recueil, de collecte de données, d'analyse. Mais ce qui nous occupe aussi, c'est tout l'enjeu de la recherche-expérimentation. Et là, je suis plus curieuse de voir comment peut-être certains d'entre vous, on peut continuer de mener ça. C'est-à-dire là, on est vraiment sur alors la référence, quand on dit le grand retour de John Dewey, donc avec la théorie de l'enquête, donc une approche pragmatiste qui fait de l'enquête non pas une simple observation, mais vraiment l'expérimentation d'hypothèses sur son terrain par l'enquêteur, et qui du coup est une autre posture qu'on va retrouver notamment dans les démarches de 27e région de recherche-action, qui vise à introduire une perturbation dans ces situations incertaines que décrit Dewey, qui dit une enquête, c'est l'exploration de problèmes. On va aller rechercher des éléments qui rendent la situation indéterminée, qui vont nous permettre de formuler des hypothèses, de les expérimenter pour faire émerger des idées et des résolutions, etc. Donc là, je me suis dit recherche-expérimentation en temps de confinement. Et là, je me suis dit, si, il y a eu quand même quelque chose, en tout cas, qui s'est passé pour moi. Donc moi, je travaille depuis quelques années spécifiquement sur les questions d'accès à l'alimentation des personnes en situation de précarité dans une perspective de système alimentaire durable. Et en gros, la période de confinement a été tout à fait propice à l'expérimentation, au sens où on avait un terrain de grande proximité qui est mon propre quartier, c'est-à-dire là où je vis, et qu'on a pu finalement tester des choses sur un sujet qui était de toute façon un sujet prioritaire. L'accès à l'alimentation, pour ceux qui s'intéressent à ça, a été un gros enjeu du confinement,
que ce soit pour des personnes précaires ou non précaires d'ailleurs. Et donc, finalement, cette question de l'accès au terrain en proximité à côté de chez soi s'est révélée être une manière finalement de pouvoir continuer ce travail de recherche-expérimentation, d'enquête-expérience, comme on dit, sans que ce soit freiné finalement par ces mesures spéciales. Voilà. Je vais m'arrêter là, peut-être. Je ne sais plus combien de temps ça fait que je parle. Si ça vous va. Oui, merci. Merci, Pauline. Je trouve ça très, très bien. Eh bien, c'est très bien. Merci. À vous. Non, mais ça introduit ça introduit le problème du point de vue d'une sociologue qui pratique la recherche-action. C'est très, très bien. Donc, on va donner, avant de donner la parole à Elvire, ouais, je voulais vous rappeler. Je voulais vous rappeler que vous pouvez poser des questions normalement sur un onglet qu'il y a en bas de votre écran qui s'appelle questions Q et R, questions et réponses. Voilà, vous pouvez poser des questions soit au fil de l'eau, soit après les interviews, soit après les interventions. En fait, ce qui va se passer, c'est que Elvire va présenter son initiative pendant à peu près 10 minutes. Puis Thomas va présenter sa propre initiative pendant 10 minutes. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'écrire vos questions et d'entendre les réponses des deux intervenants. Voilà. Et puis après, on donnera la parole à Stéphane pour le dernier cas pratique. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous ne trouvez pas cet onglet-là, c'est pas grave. Vous posez des questions sur le fil de conversation écrite à droite, et nous on les recueille. Voilà. Elvire, donc toi tu es sociologue basé à Nantes. Tu es très proche de quelqu'un qu'on connaît très très bien à la 27e région qui s'appelle Jackie Fouché, qui est designer. Donc, tu as aussi l'habitude de travailler avec des designers. Et tu as monté quelque chose il y a quelques mois, en fait, un podcast sur le quartier de la Boissière à Nantes, un quartier populaire, avec l'idée de rencontrer les gens et de rendre compte de manière narrative ces choses-là au fil de podcast. Et bing, Vlatipa, qu'un confinement est arrivé, donc ça a tout chamboulé. Donc je te laisse raconter tout ça et comment en fait tu as géré l'évolution des outils que tu as mis en place et ce que ça a généré comme pratique sociologique. Vas-y Elvire, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc je pense que vous m'entendez et que vous me voyez, et je vais essayer de vous partager mon écran également pour vous montrer quelques photos. Alors tout d'abord, je suis deux, même si vous voyez pas ma collègue Frédérique Le Tourneux. Et je profite non seulement de la mentionner parce que c'est vraiment un travail en tandem et j'y serais jamais allée toute seule, ou je me serais découragée pendant le confinement. Mais aussi parce qu'en ce moment, elle écrit pas mal de choses parce que sa thèse portait sur la manière dont on travaille chez soi. Et notamment, vous pouvez lire un article d'elle dans AOC. Donc voilà pour Fred qui est pas là aujourd'hui. Donc on est toutes les deux sociologues, on travaille toutes les deux à la fois comme enseignantes à l'école de design et pour de la commande publique. Et au cours de l'année dernière, on a finalement trouvé que notre travail était assez limité, c'est-à-dire qu'on attendait de nous surtout des restitutions type diaporama et préconisation, et qu'on trouvait qu'on perdait beaucoup de matières sensibles. Donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. On a vite compris qu'on ne pouvait pas le faire dans le cadre de la commande publique. Donc on s'est inscrit dans un cadre associatif et on a créé un projet sur lequel on s'est engagé bénévolement avec la volonté de montrer tout ce que peut faire l'enquête et tout ce que l'enquête peut permettre de rendre palpable quand on parle, c'est notre cœur de travail à Fred et à moi, des populations vulnérables.
Alors, on s'est dit, OK, on va faire quelque chose, on va le faire quelque part. Et c'est là que j'aimerais vous partager mon écran, mais je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, je pense. Je m'excuse, je suis sur ma tablette. C'est la première fois que je découvre Zoom en tablette. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, alors, pour moi, vous voyez mon diaporama, même s'il est un peu haché. Ah, si, on le voit, on le voit. Alors, là, ça saute. On le voit bien. Vous le voyez? Bon. Alors, si vous voyez la première image, c'est le quartier sur lequel on travaille. On a choisi un lieu au départ. C'est du son. Quand on sait du son, on pense aux oreilles. Mais le son, il n'a pas de sens si on ne le met pas dans un espace, si on ne le met pas dans un ensemble d'usages qui va pouvoir permettre de raconter une histoire. Donc, l'endroit qu'on a choisi, c'est le quartier nord de Nantes. C'est un espace dans ce quartier-là qui s'appelle La Boissière, qui est la tache bleue la plus en bas de votre écran et qui est à la fois un quartier prioritaire et très prioritaire au titre de l'action publique et un quartier de pavillons ouvriers, mais dans les dernières années, Nantes s'est développée et aujourd'hui, c'est racheté par des populations beaucoup plus aisées. Donc, c'est un endroit où on a une hétérogénéité de population et aussi une hétérogénéité de pratiques, parce que tout autour de la carte, vous voyez qu'on n'est plus à Nantes, mais dans les communes limitrophes. Et du coup, sur ce quartier passent beaucoup de gens pour travailler, pour aller en ville. C'est un quartier qui est à la fois très animé, si on regarde la circulation, et à la fois peu animé, si on regarde l'espace public. Et la dernière chose qui nous intéressait, c'est que si je vous dis quartier prioritaire et vie dans un quartier prioritaire, ben vous allez avoir en tête, si vous fermez les yeux, je me dis que peut-être vous allez plutôt voir soit des bars délabrés, soit des images de nuit avec des voitures qui flambent, et en tout cas des titres médiatiques qui en soulignent beaucoup la violence. Et pour nous, choisir de faire du son, choisir de faire une enquête sous forme de podcast, c'était aussi une manière de nous éloigner de nos propres idées reçues et d'être sûr qu'on allait faire quelque chose de différent, parce que ce qui est montré d'habitude des quartiers populaires n'est pas montré avec uniquement la voix des personnes qui y vivent et qui y travaillent. Donc rien que de prendre cet outil-là, ça obligeait dans l'enquête à avoir autre chose dans la tête dans ce qu'on va chercher. Donc, on s'est lancé. Alors, j'arrive pas à faire passer mon diaporama. Donc, tant pis, je vais juste vous le raconter. On s'est lancé en janvier. On est arrivé sur le quartier. On y est arrivé avec des méthodes vraiment ethnographiques. C'est-à-dire qu'on a commencé à se balader. On avait un micro, un appareil photo qui était en fait un téléphone. Et on s'est mis à parler aux gens qu'on rencontrait et assez en confiance. On n'avait jamais fait de podcast, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais enregistré pour pouvoir diffuser. Donc, on ne connaissait rien à l'emplacement des micros, par exemple. On n'avait jamais utilisé de logiciel de montage et on n'avait jamais publié de podcast. Mais on se disait, on va apprendre en faisant. Tout va bien. On a 3 mois pour le premier épisode qu'on voulait diffuser le 25 mars. Et après, on diffusera un épisode tous les 15 jours. On s'est imposé une production parce qu'on ne savait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit on va attendre d'être super pro, d'avoir trouvé le format et on va y aller. On s'est dit on ne sait pas faire. Donc, la seule chose qu'on peut nous apporter en termes de contribution, c'est s'engager à une régularité. Et la Bonne Cage, depuis fin mars, s'écoute tous les 15 jours sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Et on s'obligera à faire quelque chose. Et si c'est bancal, tant pis. Mais voilà, on s'obligera à dire quelque chose de ce qu'on entend. Et en fait, ce parti pris de pas nous être alourdi par un format, mais juste par une régularité, il s'est avéré central, ce que je vous
disais, on avait prévu notre premier épisode le 25 mars, d'un épisode sur les élections municipales. C'était super, on avait des sons depuis janvier, sauf qu'au moment où on montait ce premier épisode, le confinement est tombé, qu'on s'est retrouvés chacune chez nous, sans savoir faire, sans plus pouvoir aller sur le terrain. Et on s'est dit, on avait dit qu'on prenait le pari de la régularité, donc on va quand même continuer. Si j'insiste là-dessus, c'est vraiment pour vous dire, on a survécu. Vous pouvez aussi, lancez-vous dans de l'audio. On peut apprendre plein de choses en faisant. Et le confinement, il a été hyper aidant pour nous là-dessus, parce qu'en fait, durant cette période, on avait tous envie d'entendre et d'écouter. Parce qu'on pouvait beaucoup moins voir, on ne pouvait pas bouger. Donc, je pense que le son, il est devenu beaucoup plus présent dans nos vies, avec ses problèmes techniques quand on travaillait, mais de manière générale, entendre, parler, écouter, c'est devenu quelque chose… On t'entend plus. Pardon ? Ah, c'est bon là. Je suis désolée. Là, c'est bon, Vous m'entendiez plus depuis longtemps ? Non, depuis 30 secondes. Ah. Non, c'est bon. Donc, on s'est dit, on continue. Comment est-ce qu'on peut continuer ? On va prendre le téléphone. Et on n'a jamais pu aller au-delà du téléphone parce qu'on parlait à des personnes précaires et l'ordinateur et la connexion Internet qu'elles n'avaient pas pour permettre à leurs enfants de suivre les cours correctement, elles ne l'avaient pas non plus pour parler à des sociologues. Donc, de ne plus avoir notre micro et de se dire comment on fait, on prend le téléphone, ça nous a aussi permis d'avoir un contact et une entrée très intime directement dans ce que c'est que le vécu de la précarité quand déjà votre vie est fragile et qu'un confinement vous tombe dessus. Et ça s'entend si vous devez écouter qu'un épisode, je vous encourage à être entre le 2 et le 5 parce que c'est ceux qu'on a fait en période de confinement. Et le son, la qualité du son, elle vous dit déjà plein de choses, des conditions dans lesquelles vivent les gens. On a aussi découvert dans cette période-là qu'avec le son, il y a quelque chose que sinon vous ne pouvez pas apporter quand vous rendez compte de diagnostic, c'est la force du silence, la force de l'implicite. Si sur un diaporama, je vous mets une citation et que je la finis par 3 petits points, ce n'est pas la même chose que si vous entendez quelqu'un qui ne peut plus parler, parce que ce qu'il est en train de dire, même le faire exister par des mots. Pauline parlait par exemple de la précarité alimentaire. Faire exister par des mots que les 2 premières semaines, vous avez essayé d'aller au supermarché et que vous n'avez pas de carte bleue parce que vous êtes interdit bancaire et que vous avez que des pièces et des billets, mais que les pièces et les billets, on ne les prend plus. Donc tout d'un coup, vous vous êtes retrouvés sans la possibilité de vous procurer à manger. D'entendre quelqu'un qui ne peut plus dire, ça a beaucoup plus de force, me semble-t-il, quand on veut réfléchir à ces questions-là, que de voir 3 petits points sur un diaporama. Pour pas m'éterniser sur ces choses-là, je dirais que ce qu'on retire de cette expérience de podcast, donc qu'on continue, qu'on a tenu tout au long du confinement, à raison d'un épisode tous les 15 jours, ou à chaque fois sur un thème particulier, l'école, les solidarités, l'alimentation, le travail des professionnels à distance. Chaque fois, on est arrivé à faire quelque chose tous les 15 jours. Il n'y a aucun épisode qui a la même durée. Ils n'ont pas tous non plus la même qualité, mais le podcast nous a forcés à livrer quelque chose et donc à oser aller vers les gens, à oser continuer. Et ça a été vraiment important parce qu'il s'est aussi joué des choses intimes et fragiles, quelque chose qui ne se passe jamais en situation d'enquête normale, en tout cas moi qui m'arrive jamais et qui là nous est arrivé à chaque fois pendant le confinement, c'est qu'au téléphone, les gens nous demandaient de nos nouvelles et nous demandaient ce qui se passait dans nos vies parce qu'à la Boissière, c'est peut-être le seul moment où on a partagé avec eux une réalité de vie. D'habitude, on est les sociologues qui débarquent par le tram, même si on passe beaucoup de temps dans le quartier. Là, on était tous chez soi et on avait un événement commun qui nous affectait et qui permettait de réduire la distance. Il y a des personnes qui se sont mis aussi à s'écouter les unes les autres,
à travers le podcast, ça a vraiment accéléré notre entrée sur le terrain, d'avoir pu avoir cette pratique-là. On est devenu, je pense aussi de manière accélérée, un peu plus forte dans les aspects techniques parce qu'il a bien fallu trouver des solutions. Et puis, je pense qu'avoir le son, ça gardera une trace du confinement qui parlera à tout le monde. Parce que, comme je le disais, ça a été un moment qui a été sonore dans nos relations les uns aux autres pour beaucoup d'entre nous. Et globalement, pour finir, je dirais que ça nous a permis de creuser beaucoup d'autres aspects, et notamment comment est-ce qu'on peut travailler de manière décalée le son et l'image. Je vais vous donner qu'un exemple. Non, je vais vous donner 2 exemples très courts. Et puis, j'essaierai de vous poster les photos sur le chat, à défaut de vous les montrer dans le diaporama. Juste après le confinement, j'ai pu accompagner une bénévole qu'on avait interrogée par téléphone durant le confinement et qui visite tous les 15 jours une personne très isolée avec l'association Les Petits Frères des Pauvres, quelqu'un qui habite au 6e étage, qui tremble et qui ne peut plus sortir de chez elle. Ça s'était arrêté au moment du confinement. On s'était dit qu'on y retournerait ensemble après. Donc, on est allé chez cette personne et j'avais déjà travaillé avant sur l'isolement. Et ce qui me frappait sur l'isolement, c'est qu'on utilise souvent des visuels où on voit quelqu'un, généralement c'est une femme, elle est âgée, elle est derrière une fenêtre, elle regarde dehors et puis sur la fenêtre, si on a de la chance, on voit des traces de pluie. Quand je suis allée chez cette personne, en n'ayant que la photo et le son, j'ai réalisé qu'en fait, si on veut parler de l'isolement, il ne faut pas montrer ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre, il faut montrer à quoi ça ressemble le logement de quelqu'un qui ne peut plus sortir de chez lui et qui a des relations aux autres qu'à travers son chez-soi. Il faut montrer ce que c'est que la voix enrouée de quelqu'un qui parle pas beaucoup et qui du coup est aussi mal à l'aise dans les interactions sociales parce qu'il en a peu. Et je pense qu'avec cette démarche audio et photo, je parlerai plus et je comprendrai plus l'isolement de la même façon. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, il est sur l'espace public, au milieu des tours. Comme c'est souvent le cas à Nantes, il y a une pataugeoire. La pataugeoire, elle devait être rénovée pendant le confinement. Elle ne l'a pas été. Donc aujourd'hui encore, la peinture s'écaille, il n'y a pas d'eau dedans et on ne sait pas s'il y aura de l'eau cet été. Quand on se balade avec un téléphone et un micro, on peut faire entendre le silence. On peut faire entendre ce que c'est un espace de vie qui ne vit pas faute d'un investissement sur l'espace adéquat. Et à la photo, on ne voit personne. Et au son, on n'entend rien. On entend des pigeons qui sont un sacré problème, en tout cas un sacré enjeu de conflit d'usage de l'espace dont on a aussi parlé dans le podcast. Et si on n'entend pas les pigeons, on entend beaucoup les scooters. Et tout ce bruit de pigeons et de scooters, il explique autant que l'aspect de la pataugeoire, pourquoi les personnes n'y vont plus. Donc je pense vraiment qu'on touche avec le son, confinement ou pas, une densité d'expérience qu'on peut transmettre à des personnes qui ne partageront pas cette vie dans le logement social, mais en tant que professionnels, auront à y intervenir. Voilà. Pardon à Thomas si j'ai mangé trop de son temps. Non, ça va, tout va bien. Ouais, il y a une question, mais on la posera après l'intervention de Thomas, si tu veux bien. D'accord, Elvire. Merci beaucoup. J'ai envie de réagir, mais on n'a pas le temps. J'espère en tout cas que c'était à peu près clair. Ouais, c'était très très clair. Ouais. Ça interroge pas mal sur les pratiques d'enquête. Tu pourras reparler du coup de l'intérêt, en tout cas du téléphone, en fait, le fait de faire autre. On va écouter maintenant Thomas Guillard, qui est élève à l'ENSI, l'ENSI est une école de design à Paris, et qui mène son projet son mémoire de fin d'études en ce moment,
pour lequel il a mis en place, tout un protocole qui a été chamboulé pendant le confinement. Et donc là, c'est intéressant puisque là, on va écouter l'expérience une démarche plus de design, de design et pas de sociologie. Donc, la comparaison est assez intéressante. Thomas, je te laisse la parole pour que tu nous expliques tout ça. Merci. Alors, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Ouais. Alors, en fait, j'ai dû commencer mon mémoire une semaine avant le début du confinement. Et l'idée de mon mémoire, c'était de faire une démarche par le faire. Et en fait, je voulais mettre en place des consignes ou des modes d'emploi en lien avec l'expérimentation en design. Et donc, dans mon mémoire, je voulais parler de plaisir, d'échecs et de pratiques quotidiennes. Et tout ça, c'était lié au collectif et à l'organisation d'ateliers en présentiel. Et du coup, à ce moment-là, le confinement est arrivé. Et après quelques jours un peu compliqués de remise en question, j'ai cherché ce que je pouvais faire et comment je pouvais lancer ces ateliers. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, je vais vous présenter plusieurs choses que j'ai analysées pendant le confinement. Donc, en premier, j'ai traîné un peu sur Instagram et j'ai remarqué que plusieurs créateurs utilisaient leur influence et les réseaux sociaux pour créer des choses. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que je pouvais analyser ces ateliers créatifs qu'ils pouvaient lancer. Et là, je vais vous montrer la personne qui a le plus d'influence que j'ai pu analyser, qui est Jacques Mus, un créateur de mode. Et donc, Jacques Mus, au début du confinement, a demandé à ses followers s'ils voulaient bien reproduire la photo que vous avez sous les yeux. Du coup, c'est une photo assez simple que tout le monde peut reproduire et il a eu une trentaine de réponses pendant le confinement. Du coup, ce qui m'a plu aussi avec Jacques Mus, c'est il s'adressait à vraiment beaucoup de monde, 2,4 millions de personnes. Il a eu une trentaine de réponses de personnes anonymes ou non. Et on peut y trouver des astuces multiples pour dévoiler ses pieds ou les cacher avec des chaussettes, par exemple. Et de jouer avec ça. Et ça m'a intéressé. Ainsi que Max Henrich, qui a eu la même démarche de montrer une photo et de demander de la reproduire. Et donc, tout simplement, il a fait une série de 4 photos qui montrent des chaises faites en objets simples qu'on peut trouver partout chez soi. Et il a demandé juste de le partager avec un hashtag. Et ce hashtag a trouvé 800 réponses, à peu près 500 réponses à ça. Et les personnes n'étaient pas forcément liées directement à Max Henrich. Et du coup, cette chose-là a pris de l'ampleur pendant le confinement. Il y a plein de choses qui ont été faites là-dessus. Donc ça, c'est deux exemples de choses qui s'adressent à tout le monde. Et je vais vous parler maintenant de deux contextes de ateliers, si on peut dire, qui étaient dans le monde créatif. Et donc, je vais vous présenter Basket Club, qui est l'initiative d'un designer anglais, je crois, James Wolfond, qui en fait proposait à 9 designers de créer des paniers à partir d'un emoji. Donc chaque semaine, les designers recevaient un emoji et devaient créer un panier. Du coup, chacun a utilisé des méthodes qu'il avait chez soi. Et par exemple, ce designer a, lui, chaque semaine, reproduit un panier qui est en fait un faux panier. C'est une impression qui est ensuite mise en forme, donc il n'y a pas du tout de tressage et de mise en forme d'un réel panier. En fait, il a recommencé ça toutes les semaines et j'ai remarqué qu'en fait, chaque designer qui était invité à créer comme ça ne sortait pas vraiment de leur zone de confort et ils saisissaient le sujet dans leur zone qu'ils ont l'habitude de côtoyer dans le confinement. Et donc là, il y a eu 5 semaines qui étaient imposées aux designers.
Donc, on a eu la perruche, le chat et d'autres choses. Et la 6e semaine, ça a été l'enveloppe. Et ils ont, suite à de nombreuses sollicitations sur les réseaux, ils ont ouvert ce workshop à tout le monde. Et donc là, maintenant, ils ont juste rajouté une consigne à cet emoji et ont demandé de faire une photo du panier, le tenant de la main gauche sur un fond neutre. Et du coup, en ce moment, ils publient des photos de personnes anonymes, de créateurs ou non, sur leur page Instagram. Voilà. Et là, ce qui m'intéressait, c'est que chacun avait une matière chez soi. Et, et là, sur ce profil-là, je vais vous parler de Home Life, Still Life, qui en fait, c'est un photographe qui a proposé à des photographes professionnels ou amateurs de prendre une nature morte en photo, de la constituer et de la prendre en photo chez soi, avec ce qu'on avait chez soi. Et donc là, le contexte du confinement devient l'outil et la deuxième contrainte qui était assez simple, c'était de prendre de publier la photo finale ainsi qu'une photo du setup. Et donc, on a réussi à avoir, il y a 400 personnes qui ont publié donc ces 2 photos et des résultats assez amusants et dans l'univers de chacun. Donc, suite à ça, moi, je me suis retrouvé à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai commencé à rassembler tout ça sur un site internet qui est devenu mon carnet de bord. Et j'ai voulu aussi m'imposer une contrainte et enfin m'imposer une pratique personnelle. Et donc, au mois de septembre, j'ai commencé un projet sur le pain. Et là, l'idée, c'était pendant le confinement de faire du pain pour mes parents et mon frère, chez qui j'étais confiné. Et du coup, mon idée, c'était de faire une fournée tous les 2 jours. Et mon frère voulait manger que des baguettes parce que c'était plus pratique pour lui. Donc, il m'a imposé une forme. Et je me suis imposé de changer de recette chaque jour. Et du coup, pendant un mois, tous les 2 jours, je changeais de recette. Et ce qui m'a amené à travailler avec différents produits comme du miso, du sarrasin. J'ai même utilisé du riz noir de Camargue, par exemple. Et du coup, ça m'a amené à une démarche d'itération de recettes liées à certaines contraintes. Et pour revenir à mon sujet de mémoire, j'ai décidé de lancer des ateliers à distance qui sont avérés pour le début pas mal. Enfin, j'ai été confronté à plusieurs échecs. J'ai eu une dizaine d'échecs, d'épuisement en fait de la conversation. Je présentais brièvement mon mémoire et ensuite je demandais à la personne si elle voulait bien faire un atelier pour moi avec des contraintes assez simples. J'ai demandé à une dizaine de personnes, et 2 seulement ont répondu positivement. La première, c'est une amie que je connais bien qui s'appelle Annabelle, et je lui ai envoyé juste 2 vidéos YouTube. Une vidéo où c'est la construction d'une lanterne en papier washi, et la deuxième, un tuto pour un origami. Et du coup, je lui ai laissé juste cette contrainte-là, et j'ai récupéré toute notre conversation sur les réseaux. Et comme ça, j'ai pu voir l'évolution de sa réflexion, même si c'est allé loin pour mon sujet de mémoire. J'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, j'ai vu l'évolution au jour le jour presque. Et donc, elle a commencé à s'approprier le sujet et elle travaille elle fait son diplôme aussi à l'ENSI. Elle travaille sur le football et l'environnement. Et donc, elle s'est approprié le tuto d'origami pour faire un ballon de foot. Et en fait, elle a essayé de shooter dedans, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Du coup, elle a essayé de faire un kit d'entraînement pour le football à partir de papier. Et donc, là, ce qui a été intéressant, c'est que je savais ce qui l'intéressait et ce qu'elle avait chez elle.
Donc, elle avait un gros stock de feuilles de copie double à petits carreaux. Et du coup, je savais qu'elle l'utilisait un peu depuis le confinement. Et c'est cette précision enfin, comme je savais précisément ce qu'elle avait chez elle, j'ai pu l'amener à être assez dynamique pour lancer ses ateliers. Ainsi qu'une autre amie qui, elle, est en design textile aussi à l'école. Et donc, je lui ai présenté mon projet de mémoire et je lui ai juste donné une consigne de fabriquer un panier avec ce qu'il y a dans son jardin en lui donnant une journée et l'autre contrainte, c'était de faire des photos toutes les 15 minutes. Et du coup, ça m'a donné un certain nombre de photos sur ses essais et sur ces différentes mise en forme de plantes décoratives de son jardin. Je ne sais pas si sa mère est très contente de ça, mais en tout cas, moi, je suis assez content du résultat parce que elle a pu amener quelques notions d'inspiration directe et ça m'a pas mal intéressé pour mon mémoire. Et, et du coup, là, dans ces essais de lancer des ateliers à distance, c'est la connaissance des personnes assez précise qui m'a permis d'amener des ateliers. Et donc la suite pour moi, c'est d'essayer de faire ces ateliers en présentiel. Et du coup, je pense à ça en ce moment. Voilà. Super, merci Thomas. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça évoque pas mal de questions. Donc, si vous le voulez bien, on vous invite à formuler des questions sur ce fameux onglet Q&R, questions et réponses, ou alors dans le fil de la conversation, il y a déjà une ou deux questions. Donc, allez-y, on prend une minute, formulez vos questions. Et puis après, Thomas et Elvire, ils y répondront. Je peux pas... Vous avez une minute pour saisir vos questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. Hein. Mais c'est pas grave, il y a une question en direction d'Elvire qui était comment avez-vous choisi et identifié les personnes que vous avez appelées pendant le confinement? Alors, on a décidé de ne pas les choisir et d'appliquer la même méthode que quand on fait du terrain. Quand on peut aller sur le terrain, on se balade dans le quartier, on dit bonjour à tous les gens qu'on croise, on va aussi dans des lieux où on peut trouver les personnes. Donc, durant le confinement, on a d'abord appelé toutes les personnes qui, par ces méthodes, nous avaient déjà donné leurs coordonnées. Et à ces personnes-là, on leur a dit s'il y a des gens autour de vous, des voisins ou autres, qui ont envie de nous parler, donnez-leur nos coordonnées. Et on a fait la même chose avec les professionnels. S'il y a des personnes qui veulent nous parler, donnez-leur nos coordonnées. Donc, on a essayé, nous, d'être, entre guillemets, le plus accessible possible. Le grand obstacle qu'on avait, c'est qu'on venait de lancer le podcast. Donc, en fait, personne nous connaissait ou nous avait identifiés. Donc, pour des personnes qui ne nous avaient jamais vus, c'était un peu compliqué d'aller vers nous. On a eu des contacts, mais la plupart ne voulaient pas être enregistrés et diffusés sans nous avoir vus. Le seul filtre qu'on a vraiment appliqué, c'est qu'on n'a pas pu diffuser les personnes que nous-mêmes, on avait du mal à comprendre. Ça a l'air tout bête, mais dans des quartiers d'habitat social qui accueillent beaucoup de populations immigrées, le son
pose des obstacles qu'on n'avait pas complètement anticipés. Et entre autres, qu'il y a certaines manières de parler dans la grammaire ou certains accents qui, en plus, avec une collection téléphonique pas évidente, rendent difficile le fait de faire entendre la personne. Et il y a une forme, un autre tri qui s'est fait, mais pas par nous, c'est qu'il y a très peu d'hommes qui ont voulu discuter avec nous. Les principales personnes qui se sont montrées intéressées, ça commence à peine à changer maintenant, étaient des femmes. Et ça dit quelque chose dans la part que prennent les femmes sur ce quartier pour le faire vivre également. Merci Elvire. On enchaîne avec une autre question assez intéressante. Donc Elvire, vous avez bien expliqué la valeur ajoutée du format podcast pour des restitutions d'enquête plus sensibles que des PowerPoints classiques. Mais vos commanditaires, puisque vous avez parlé de commandes publiques, style de podcast, comment pensez-vous la dimension transmission auprès des agents publics? Alors, sans nous payer, ils nous écoutent. En tout cas, actuellement, donc je peux dire qu'ils se montrent intéressés quand ils n'ont pas engagé d'argent. Et encore, quand je dis ça, c'est plus pour la boutade, parce qu'on a eu, pour nous équiper matériellement, une subvention au titre du contrat de ville, qui était de 4 000 euros. Mais pour le moment, on sait qu'on est autant écouté par des habitants que par des professionnels qui trouvent un intérêt à ce qu'apporte le podcast. Alors, soit parce qu'ils sont sur le quartier, soit ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est qu'on a des retours de professionnels qui nous disent je l'ai envoyé à mon collègue qui travaille dans un service technique, qui va jamais sur les quartiers. Et j'espère voilà, qu'il pourra écouter et qu'on pourra mieux se comprendre après, même si on travaille sur les mêmes populations, mais pas du tout avec les mêmes compétences et le même métier. Après, est-ce que cette forme podcast au-delà va susciter de l'intérêt? J'espère en tout cas que nous, ça nous donne un argument pour pouvoir dire c'est super de laisser un PowerPoint, mais pour moi, l'obstacle que je rencontre, voilà, si je devais l'argumenter, pourquoi payer-moi pour faire du podcast, je dirais chaque année, je vais faire des diagnostics et de plus en plus, on me dit non, mais pas encore un diagnostic, mais vous savez à combien de personnes j'ai répondu avant il y a le service machin qui a fait son diagnostic, maintenant c'est vous, ce sera qui après? Et je me dis que si on laisse du podcast, c'est qu'on ne laisse pas que des résultats, on laisse du contenu, des traces des usages et des usagers qui peuvent être exploités par d'autres, me semble-t-il, de manière beaucoup plus facile qu'un slide de PowerPoint. Donc, mon principal argument, si le podcast se développe, ce sera de dire, vous n'avez pas seulement un diagnostic, vous avez un matériau pour tous les autres diagnostics qui pourront émerger, et ça évitera d'avoir cet effet que moi je constate de plus en plus et qui est délétère, c'est que ça braque les habitants parce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande toujours de quoi ils ont besoin, mais qui ne voient pas le résultat. Donc, ça permettra d'arrêter de toujours demander et de pouvoir plutôt tisser des liens entre ceux qui après font. Mais c'est un vœu pieux. Je ne sais pas du tout si le podcast va se développer. Merci Elvire. Une question pour Thomas. Thomas, vas-tu chercher à intégrer aussi à tes prochains protocoles des personnes qui sont moins habituées au processus et au milieu créatif? Alors oui, en fait, là, j'ai commencé avec des personnes qui sont habituées à ce genre de milieu. Et là, l'idée, j'ai quelques idées d'ateliers où des personnes pourraient venir assez spontanément dans des endroits publics où cet été, sur la plage, de mener des ateliers créatifs et d'inviter les gens spontanément à y participer. Après, là, j'ai commencé dans mon contexte et je pense l'ouvrir petit à petit. Voilà. Moi, je rebondis avec une autre question pour toi, Thomas. C'est
quels sont les prérequis en fait pour faire ce protocole à distance, pour donner des consignes à distance? Tu disais qu'en fait, ce qui était intéressant avec une des personnes, c'était que tu connaissais très bien les matériaux qu'elle avait sur place. Ou est-ce que ça c'est un prérequis essentiel? En gros, est-ce que si on ne connaît pas les gens au préalable, est-ce que ça fonctionne, ce protocole à distance? Moi, je me suis retrouvé confronté à plusieurs échecs liés à une mauvaise connaissance des personnes que j'interrogeais et surtout dans le deuxième mois du confinement qui était assez compliqué pour certains. Et je pense que c'est possible parce que justement les exemples sur Instagram ont été convaincants, par exemple de Jacques Mus qui a amené des personnes qu'il ne connaît pas, mais grâce à son influence a créé des choses similaires aux siennes. Mais je ne sais pas si amener quelque chose de nouveau sans vraiment connaître la personne et sans l'influence que peuvent avoir certains créateurs, je ne sais pas si c'est possible. Ça, c'est quelque chose à tester. Mais c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu des chaînes créatives qui ont amené une personne à proposer, par exemple, de faire une sculpture avec ce qu'il y avait sur son bureau et amener une centaine de personnes à les faire sans les connaître et en fait juste de bouche à oreille. Et ça peut fonctionner comme ça aussi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'ai une question un peu pour tous les deux. C'est qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de confinement que vous allez continuer? Qu'est-ce qui s'est révélé super intéressant malgré les contraintes très très fortes? Si je commence, je pense la chose la plus difficile, je l'ai peut-être pas dit dans ma présentation, c'est que le podcast raconte à la fois les témoignages des personnes qui vivent là, mais aussi notre enquête. Au fur et à mesure, on essaie d'expliquer comment on fait. On voulait documenter les deux, expliquer autant l'enquête que la vie quotidienne. Et ça a été difficile. Maintenant, j'arrive mieux à dire à quel point parfois la réalité sur laquelle j'enquête m'affecte. Et je pense que vraiment, le confinement a été une période d'enquête hyper émotionnelle pour moi, parce que comment on raccroche de quelqu'un qui va très mal et qui a continué d'avoir envie de parler. Il y a un moment où on n'est plus enquêteur. On n'est pas soi, mais voilà, je dirais qu'on est juste citoyen humain à partager une réalité. Et en sciences sociales, dire qu'on est affecté par son terrain, c'est souvent avouer, en tout cas en France, qu'on serait mauvais enquêteur. Et moi, je pense que ça m'a appris au contraire à défendre le fait que ça m'a rendu, ça a amélioré mon empathie, ça a amélioré ma capacité à rendre compte des fragilités sans non plus jeter les gens en pâture que cette expérience-là. Et puis, ça m'a aussi montré que quand on se lance dans un truc qu'on ne sait pas faire, on n'en meurt pas. Donc, j'espère que ça me servira aussi pour la suite sur cet aspect-là. Et pour moi, ça a été une nouvelle gestion de l'échec et essayer de rebondir là-dessus. En fait, du coup, pendant le confinement, comme je disais, j'ai eu plusieurs échecs face à des gens que je connaissais et de prendre du recul par rapport à ça pour amener quelque chose de nouveau m'a pas mal permis de prendre du recul par rapport à ma démarche et aussi d'intégrer complètement cet échec dans mon travail de mémoire. Merci beaucoup. Il n'y a plus trop de questions. Il y a Michael qui s'étonne que les hommes ne veulent pas se montrer. Olivier Herman qui nous parle de la notion de design probe, que personnellement je ne connais pas. On travaille, elle est hyper intéressante. On va essayer de développer ça sur le quartier, notamment des recherches qui ont été faites à Londres, où les personnes ont pu fabriquer elles-mêmes des appareils photo et des micros avec des consignes préenregistrées
pour devenir enquêteurs eux-mêmes, enfin, si on parle de la même chose. Et on va essayer de développer ça dans la suite du projet pour que les habitants puissent fabriquer eux aussi le podcast en ayant des outils d'enquête, si on est sur la même idée. Et vos témoignages inspirent aussi une personne qui devait qui devait mener une enquête au sein d'un espace naturel, en fait. Donc voilà, tout ça, c'est des réactions. Voilà. Merci à vous, merci à tous les deux. Bien sûr, vous pouvez rester avec nous. On va donner la parole à Stéphane qui va nous parler d'une initiative qui est en cours dans le 14e à Paris. Oui, ça va être plus rapide et plus anecdotique parce que c'est encore un projet, mais c'est juste un prétexte pour citer un nouveau canal qu'on n'a pas trop cité aujourd'hui. En fait, ça part d'une expérience. On aide une sociologue qui s'appelle Camille Arnaudin qui souhaite mener une enquête sur la solidarité de voisinage pendant cette période. Et le cas d'étude, je vais essayer de vous l'envoyer, c'est un projet qui se passe dans le 14e arrondissement de Paris, qui s'appelle Hypervoisin, où une personne, qui s'appelle Patrick Bernard, a décidé de consacrer beaucoup d'énergie à un travail d'animation de son quartier depuis plusieurs années. Et on essaye de le prendre comme terrain pour voir comment il s'y prend. Ça a l'air de bien fonctionner. Bon, c'est pas le quartier le moins bobo de Paris et le plus populaire, mais il réussit des choses qui nous semblent assez intéressantes. Et en parlant avec lui, on s'est aperçu que on cherchait des terrains d'enquête et des façons de l'approcher. Et en lui demandant comment ça s'était passé pendant le confinement, on a réalisé qu'en fait, avec les voisins, parce qu'il travaille avec un réseau de plusieurs milliers de personnes, en fait, il a construit une communauté de voisinage dans lequel il y a les habitants de plusieurs rues, les commerçants, etc. Et on s'est aperçu qu'ils avaient créé pas moins de 25 fils WhatsApp dans cette période. Et on s'est dit que ça serait bougrement intéressant d'analyser ces fils WhatsApp qui sont devenus un peu les infrastructures d'échange de cette période. Donc, alors j'en parle au conditionnel parce qu'on n'a pas encore vu les fils WhatsApp, mais ça raconte aussi que dans cette période, il s'est constitué pas mal d'usages de ce type de réseau pour continuer à produire de la solidarité, de l'échange, partager, etc. J'ai une autre expérience en tête, ce sont les associations de directeurs généraux de collectivités. Il se trouve qu'on s'intéresse aussi, on essaye aussi de mener des enquêtes en ce moment auprès des directions générales des collectivités locales pour voir comment ça s'est passé et comment ça se passe encore aujourd'hui à l'intérieur. Et là aussi, on me raconte que l'association des DGS, par exemple, a compté plusieurs dizaines de fils WhatsApp créés par les directeurs généraux d'un même territoire ou d'une même délégation pour échanger ensemble pendant cette période. Donc voilà, c'est plus l'idée de mobiliser le fil WhatsApp comme une des ressources, comme un des terrains d'analyse possible. Je dirais, pour nous, la 27e région, c'est des réflexes un peu nouveaux, quoi. On n'est pas très numérique au départ, et c'est bien de se dire qu'on va pouvoir dans ce réenchantement des méthodes d'enquête, aller chercher aussi des canaux comme celui-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphane tout de suite sur ces fils WhatsApp? Pas trop de questions parce que j'ai pas trop de réponses. Hein. C'est un projet à venir, rien n'est fait encore. Ok, alors du coup, j'en profite, c'était pas prévu, mais j'en profite pour vous parler d'une initiative du département du 93 de la Seine-Saint-Denis. J'ai eu Pauline Grégoire-Marchand hier au téléphone, qui est directrice des études et de la prospective pour le pôle Solidarité. Et elle nous disait qu'à la faveur de la crise, en fait, elle a mis en place quelque chose qu'elle avait dans les cartons qu'elle n'arrivait pas à mettre en place, c'est-à-dire un système de plateforme téléphonique en direction des gens qui sont en situation sociale très, très compliquée. Et donc, elle a réussi ils ont mis en place ce système qui repose sur la mise à disponibilité des agents qui étaient désœuvrés, des agents du département qui étaient désœuvrés pendant le confinement. Et ils ont appelé en fait plusieurs milliers de personnes dans le département pour connaître leur situation pendant le confinement.
Ils se sont basés sur des listes de contacts qu'ils avaient déjà. Et ça leur a permis d'avoir une vision beaucoup plus fine de la situation des gens et de leurs besoins en termes de droits sociaux que les services qui mettaient en place jusqu'à présent, qui étaient basés sur des numéros verts, qui sont basés sur le principe de « appelez-nous si vous avez besoin ». Là, en fait, c'est une démarche d'aller vers les gens et ça a vraiment fonctionné avec ils ont mis en place un guide d'entretien qu'ils ont donné à tous les agents pour qu'ils puissent faire l'entretien comme ils pouvaient, parce que ce n'est pas des agents qui avaient l'habitude. Et en fait, ça a créé des choses très intéressantes. Donc, c'était assez bricolé, mais aujourd'hui, ils réfléchissent à une pérennisation du principe. Donc, on peut assimiler ça à une forme d'enquête aussi, une forme d'enquête sur le terrain, mais à distance. Voilà. Il y a des réactions. Vas-y. Le lien de document de partage ouais. n'apparaît pas, peut-être le remettre. Je vais vous remettre le lien de partage d'expérience, là, maintenant. Voilà. N'hésitez pas à noter dans ce document partagé voilà, les initiatives que vous connaissez qui se rapprochent de formes d'enquête de terrain qui sont vraiment inspirantes. Voilà. Et il faut peut-être dire… Et pourquoi on fait ça? Oui, voilà. La raison pour laquelle on le fait, c'est qu'une des suites qu'on veut donner… moi, derrière cette idée de renouveler, redécouvrir les méthodes d'enquête, on sent qu'il y a un enjeu, y compris professionnel, c'est-à-dire pour les professionnels de la conduite d'enquête, on va dire, il y a un enjeu à régénérer régulièrement ces outils d'enquête. Et on a convenu d'un projet avec l'ENSI, l'école de design des ateliers à Paris. Et il y a 4 élèves dont je peux citer les noms, je vais essayer de les retrouver vite. Il y a Enguerrand. Oui, dis-moi. Alors, Enguerrand, je ne connais pas ton nom. Mince. Je vais les retrouver. Mais il y a 4. Enguerrand Chauve, pardon. Enguerrand Chauve, il y a Nawel. Voilà. Nawel, Jeanne Chiche, Julien Printemps, qui en fait se propose de… Juliette Printemps, pardon. Qui se propose de produire une V2 en fait du guide qu'on a traduit, des 34 fiches, et d'essayer d'en faire une version plutôt dans un programme, dans une portée pédagogique aussi, c'est-à-dire des élèves de design qui ont besoin de… c'est intéressant parce que c'est aussi une façon de revaloriser les méthodes d'enquête par rapport aux méthodes de prototypage, de design qui sont souvent plus spectaculaires. Mais je pense qu'ils avaient à cœur de considérer que c'est vraiment un outil important pour eux, pour l'avenir de leur discipline. Et donc, ils ont proposé de réaliser une V2 dont je crois qu'elle sera plus illustrée parce que notre proposition, elle est… on a vraiment traduit un document fait par une Australienne. Là, maintenant, il s'agirait peut-être de l'adapter davantage, de mettre beaucoup plus de cas, un peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, de le rendre plus concret, de le contextualiser davantage. Et puis, eux ont pour projet d'en faire un outil pédagogique pour partager ça aussi à destination des designers. À destination des designers. Donc, c'est pas d'abord fait pour les collectivités ou pour les praticiens de collectivités, mais on peut imaginer que ça sera diffusable plus largement. Mais enfin, je pense qu'il faut saluer l'initiative, c'est vraiment, vraiment bien. Et donc, on a besoin pour eux, pour nous, que vous nourrissiez de nouveaux cas, de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, cette future V2. Et donc, le lien qu'on vous a mis est fait pour ça. Ouais. Voilà, on approche de la fin. Il y a une question. Est-ce que vous mettez en œuvre un de ces principes d'enquête innovants pour l'enquête collective sur les controverses suite au Covid? Oui, mais on est là. On est là, mais ouais. Je pense que c'est une question par rapport à Réflexe Public. Ouais. Est-ce que Réflexe Public bien non. Non. On est un peu pris à notre propre piège. Ouais.
Pour l'instant, alors juste pour mémoire, hein, pour ceux qui l'ignorent, il se trouve que la 27e région, l'agence vraiment partie prenante et un groupe de labos d'innovation de collectivités ont lancé un projet qui s'appelle Réflexe Public, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, qui est une enquête de terrain dans une dizaine ou une douzaine de collectivités pour savoir ce qui s'est passé à différents endroits, à la direction générale, dans la cellule de crise, hors de la cellule de crise, sur le terrain, et blablabla, etc. Et je dois admettre que pour l'instant, notre méthode d'enquête est purement hyper basique. Elle est des interviews téléphoniques de 40 minutes à partir d'une grille d'entretien qu'on a du mal à prendre d'ailleurs parce que les agents ne sont pas hyper disponibles. Et on a évoqué l'idée d'utiliser justement des fils WhatsApp de DGS, mais on a vu les flux en question, ça ne semblait pas hyper exploitable. Donc non, pour l'instant, on est assez basique en fait. Malgré tout, il y a des récurrences avec ce qu'on vient d'entendre. C'est qu'on le fait quand même avec une quarantaine de personnes, donc une quarantaine de personnes qui sont impliquées dans ces interviews. Et on le fait, c'est très rapide et assez bricolé. Et on assume le fait que ce ne soit pas léché, que c'est bricolé et qu'on ne soit pas totalement exhaustif. Donc là, on retrouve des récurrences avec les deux expériences qui nous ont été... mais on n'est pas très créatif quand même. On n'est pas... Et d'ailleurs, donc ça illustre bien qu'on a besoin, enfin, les uns et les autres, de redécouvrir et d'être créatifs en termes de méthode d'enquête. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de conclusion, ça, Stéphane? Mais ça m'a l'air d'une forte conclusion, cher ami. C'est-à-dire que on peut, en fait, nous, on veut faire, on aime se dire que le confinement est une occasion pour un petit peu réinventer les formes d'enquête. On aime se dire qu'il y a un renouveau créatif de l'enquête. En tout cas, nous, on va essayer de le saisir comme ça et de le partager à tous nos adhérents. Donc voilà, on espère que c'est le début d'un travail qui va durer entre vous et nous autour des formes d'enquête. Donc on vous invite à rester en contact avec nous sur ces questions-là. Peut-être qu'on peut remettre le lien une dernière fois. Je ne sais pas, il est circulé le lien sur Oui. On va le remettre. Voilà, peut-être un dernier passage du lien à partager sur lequel vous pouvez nous proposer des formats, des méthodes, des cas. On est quand même pas mal à la recherche de cas concrets. Notamment des cas de collectivité. Oui, je pense qu'on est tous d'accord que c'est une porte ouverte, c'est le début d'un travail et donc, ben, voilà, vous êtes tous, voilà le document partagé, vous êtes tous les bienvenus à le nourrir avec nous. Ok, bah, merci. Merci à tous. On vous dit au revoir. Alors, c'est très bizarre parce qu'on n'a pas votre retour, mais on vous dit au revoir. On remercie encore Thomas et Elvire pour le partage d'expérience. C'était vraiment hyper intéressant. La séquence a été enregistrée. Je pense qu'on la tiendra à disposition de ceux qui le veulent et puis on la publiera peut-être sur un compte-rendu du blog. En tout cas, on a soigneusement, alors, à la demande de personnes qui ne pouvaient pas participer et qui nous l'avaient demandé tout spécialement. Donc, elle a été enregistrée. Vous pourrez la revoir. Et on s'excuse pour le retard de ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, petit cafouillage. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.